Alors, en un premier temps, je vais donc rendre compte du paradoxe d'une formation qui doit justifier son utilité, c'est-à-dire donner les preuves qu'elle s'intéresse bien à un problème professionnel. Et je terminerai ce premier moment en suggérant quelques dispositifs d'entrée en matière. En un second temps, je présenterai quelques éléments théoriques pour mieux comprendre où se situent, à mes yeux, les vrais points de résistance et lever justement quelques malentendus conceptuels. Et enfin, j'indiquerai comment il est possible de rassurer les enseignants en montrant que ces préoccupations nouvelles sont bien légitimes et qu'elles ne se traduisent pas systématiquement par une surcharge de travail, mais qu'elles s'inscrivent au cœur des apprentissages. Alors, quel but poursuivons-nous dans cette formation? Donc, il s'agit d'attirer l'attention des professeurs sur la présence de stéréotypes de sexe dans l'école, stéréotypes présents dans la sphère sociale et intériorisés par tous, par les élèves, mais aussi des stéréotypes véhiculés par l'institution elle-même, et donc par certains supports pédagogiques et certaines pratiques professionnelles. Il s'agit aussi d'indiquer comment travailler à plus d'égalité pour déconstruire ces stéréotypes, éviter que la socialisation différenciée pénètre l'école ou soit reconduite à et par l'école. Alors, ces objectifs apparemment sont simples et cependant, ils reposent sur des postulats qui n'ont absolument rien d'évident et qui sont loin de faire l'objet d'un constat et d'un jugement unanime. Alors, le premier postulat, c'est que chacun, chacune juge que certaines attitudes d'hommes et de femmes, certains propos constituent des stéréotypes, c'est-à-dire des images simplifiées de la réalité procédant d'une généralisation. Et qu'à ce titre, il est pertinent d'éviter leur présence à l'école. Alors, un exemple, la plupart des albums de littérature de jeunesse montrent les femmes dans leur statut ou dans un statut de mère, et souvent de mère qui s'occupe des enfants, de mère qui soigne les enfants. Or, cela n'est pas toujours perçu comme une expression réductrice de l'identité et du rôle des femmes. Mais ça peut être perçu comme l'expression de la réalité, parce qu'après tout, comme on l'a vu ce matin, ce sont plutôt les mères que les pères qui s'occupent des soins corporels. Autre exemple, le fait que les élèves jouent à des jeux différents dans la cour de récréation ou dans les coins de jeux à la maternelle ne pose pas systématiquement problème à tous les enseignants et toutes les enseignantes. Certains et certaines estiment que cela correspond à des goûts différents, l'essentiel étant que chacun, chacune s'épanouisse, qui dans le foot, qui dans les jeux de marelle. En quoi cela constituerait-il un risque de discrimination et d'inégalité? Là encore, il n'y a pas du tout justement d'évidence. Dernier exemple, le fait que dans l'histoire des arts, on rencontre les femmes sous un statut de modèle, là aussi n'attire pas pour autant l'attention, puisque, après tout, les femmes artistes n'existent pas. Alors, donc ça, c'est le premier postulat. Le second postulat que j'ai mentionné consiste donc à penser que le rôle de l'école, justement, consiste à modifier les comportements et les représentations, et qu'elle en a les moyens pédagogiques. Or, c'est là une conviction qui, elle aussi, est loin d'être partagée par toutes et tous. Pourquoi? Parce que certains et certaines considèrent que ces goûts différenciés sont un fait de nature, et dans ce cas, par définition, on ne peut pas les changer. Soit il s'agit d'un fait de société, mais qui est historiquement et culturellement tellement archaïque que son abolition dépasse les compétences des enseignants. Donc, se pose aussi un problème de légitimité. Après tout, la conception que l'on se fait de l'identité sexuée et des rôles sociaux ne relève-t-elle pas de convictions intimes ou propres à une communauté? Et la déontologie rappelle que les professeurs ne doivent pas empiéter sur la sphère privée et sur l'éducation parentale. Alors, il faut donc se garder de penser qu'il existe d'emblée, quand on commence justement une formation, un consensus sur le diagnostic, et que le travail de formation essentiel consisterait dans l'appropriation de dispositifs en direction des élèves.
ce qui est le cas pour d'autres formations où le problème d'emblée est identifié et ne fait l'objet d'aucune interrogation ou d'aucune contestation. Au contraire, l'objectif de la formation sur l'égalité filles-garçons, c'est déjà de se mettre d'accord sur l'existence d'un problème et d'admettre que ce problème se manifeste dans notre champ professionnel et à ce titre engage la responsabilité des éducateurs et des enseignants, même s'il plonge ses racines dans la culture, dans la société, voire au plus profond de notre inconscient. Mais avant de parvenir à ce consensus, il faut que le dissensus puisse s'exprimer, c'est-à-dire que les participants puissent éprouver qu'ils ne partagent pas tous la même perception, qu'ils n'ont pas la même vision, et voilà. Or, très souvent, les opinions divergentes ne se disent pas d'entrée de jeu. Elles se dissimulent sous l'illusion d'un consensus. Et je reprends cette expression à Brigitte Bertin, conseillère pédagogique ici présente, qui travaille justement sur les résistances des enseignants à la formation, sur l'égalité.